Son, recherche, sciences, mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférences, archéologie, nature. Bonsoir, je vous promets que j'essayerai d'être plus court que la dernière fois, de façon à ce que ceux qui ont prévu un train puissent l'avoir. Nous abordons aujourd'hui le faire musical, si je peux m'exprimer de façon aussi laide, et le fait de faire de la musique physiquement. Donc de transformer une vision musicale en ondes physiques et de travailler acoustiquement. Nous allons donc nous pencher essentiellement sur ce couple corps de l'interprète acoustique d'un lieu donné avec l'intermédiaire indispensable qu'est l'instrument. Nous allons essayer de mettre le doigt, si j'ose dire, sur des points sensibles en essayant d'en juger les incidences musicales et nous allons essayer d'observer les similitudes possibles dans ces différentes dimensions. Alors nous commençons de façon très prosaïque, c'est-à-dire l'interprète utilise son corps pour faire la musique. Comment l'utilise-t-il, bien ou mal? Il y a donc production d'énergie et de mouvement. Donc pour bien la conduire et pour qu'elle soit bien transformée, il faut qu'elle le soit ou qu'il le soit, énergie et mouvement, le mieux possible. Donc qu'il y ait le moins d'obstacles possibles ou de résistance possible. L'un des travaux fondamentaux est donc celui d'éviter les blocages différents et on peut essayer d'en entendre quelques-uns. Moi, je vais essayer de les sentir et de les produire. Imaginons par exemple une série d'accords qui a une certaine ampleur et qui demande une certaine magnificence sonore. Maintenant, imaginons que l'interprète le joue de façon malhabile en bloquant intégralement son dos. Ce que je vais essayer de faire, donc le reste du corps est libre, mais le dos est bloqué. Et nous observons donc ce que nous entendons. Le son est beaucoup plus compact, il ne s'épanouit pas, il n'a plus cette rondeur élastique. Imaginons maintenant que le dos se libère et que le blocage soit effectué au niveau de l'articulation, donc de l'épaule. Donc le blocage est ici et le reste est libre. Le son est un peu plus brillant, mais il continue d'être relativement court. Maintenant, imaginons que ce soit l'une des dernières articulations qui soit soumise à ce vice, ce qui est souvent le cas. Donc l'ensemble de la masse est libre, mais c'est à ce niveau de transmission que l'on a une sorte de rétention dans ce que l'on veut au contraire transmettre. On voit qu'on a un son qui est à nouveau très petit, il est bloqué d'une autre façon, mais il n'a plus du tout l'ampleur escomptée. Je reviens à l'exemple de base, qui j'imagine dans la salle, et comme je l'entends sur scène, c'est-à-dire à une ampleur, une rondeur de son et une longueur de son toutes différentes. Maintenant, imaginons, sur un plan plus général, que le corps soit simplement mal positionné. Autrement dit, par exemple, alors ça serait plus facile à démontrer sans ma veste,
que le pianiste fasse le dos rond, autrement dit que son sacrum ne soit pas vertical, mais soit affaissé. Nous écoutons comment la transmission s'effectue, ou plutôt s'effectue moins bien. Le son est très appauvri, il y a beaucoup moins de basses et il est beaucoup moins riche en harmonique. Maintenant, je repositionne le Do et je vais essayer de ne pas améliorer la qualité sonore en ayant un Do qui n'est pas vertical, mais en diagonale. Cette fois-ci, il y a beaucoup d'ampleur, mais le son est très pressé. Donc, on n'a pas cette respiration sonore qu'on avait tout à l'heure. Et si enfin, nous faisons un avant-dernier test, en fait, qui est d'avoir un positionnement général bon, mais simplement au niveau des poignets, une position trop dominante, ce qui empêche à la main de respirer. Là, le son est pâteux, il n'y a plus d'articulation du tout. C'est comme si on parle sans dents, pratiquement. Et puis, cette fois-ci, le dernier exemple, au lieu d'avoir, avec le dos droit, des épaules enroulées sur l'omoplate, qui peuvent donc dégager l'ensemble du devant du corps, bien, les épaules sont enroulées dans l'autre sens, et donc qui étouffent l'ensemble de la partie supérieure du torse. Tout d'un coup, le son est devenu beaucoup plus étroit. Et pourtant, j'essaye de faire le test honnêtement, donc de jouer à peu près de la même façon. Donc je reviens maintenant à l'origine, donc en essayant d'ouvrir le corps naturellement et d'avoir une position, un bon positionnement. Ça donne une base de son avec laquelle on peut travailler, avec la pédale, avec différents artifices supplémentaires, mais qui est une base saine. De surcroît, elle permet d'ouvrir le sternum et donc de permettre une meilleure respiration et un meilleur épanouissement des émotions. Elle permet également d'ouvrir le hara, le centre d'énergie, et d'avoir donc une bien meilleure gestion des énergies. En fait, tout ce qui ne permet pas la meilleure circulation, naturellement, a immédiatement un impact acoustique. Et ce sera la même chose au niveau instrumental, c'est-à-dire tout ce qui ne permettra pas à l'instrument de se libérer au niveau du geste, mais qui constituera en quelque sorte un écrasement de la mécanique instrumentale, va tuer le son. Donc tout doit toujours aller dans le sens d'une certaine libération, de façon à permettre au phénomène acoustique de s'épanouir généreusement. En fait, très évidemment, on retrouve dans la façon de jouer des différents instruments les mêmes règles fondamentales que l'on retrouve dans les sports ou dans les arts du corps, naturellement. Le corps a une réalité, il a un fonctionnement et il s'agit de connaître ce fonctionnement de façon à bien l'utiliser. Maintenant, justement, comment l'utiliser? Autrement dit, comment mettre l'accent sur telle et telle partie du corps de façon à obtenir quel type de son qui correspondra à celui que l'on souhaite utiliser pour telle et telle esthétique, par exemple. Eh bien, là encore, essayons de faire un atelier très pratique et concentrons-nous sur certaines façons de combiner force et poids dans le corps en observant les résultats sonores. Imaginons par exemple que dans un premier temps, puisque nous avons eu un son puissant et assez clairement énoncé, comme une sorte de fanfare magnifique, imaginons maintenant que, de façon tout à fait contraire, on cherche un son qui ne soit pas de cet ordre de précision et de magnificence, mais un son beaucoup plus suggéré, à la limite, avec un contact qui soit un contact du domaine du toucher, vous savez, le fameux toucher dont on parle pour l'instrument,
Donc en effet, il s'agit simplement d'avoir un contact avec l'instrument, du domaine de la caresse par moment, et par exemple, au lieu d'employer une frappe à l'extrémité de nos extrémités que sont les doigts, d'avoir un contact avec, par exemple, la pulpe du doigt, autrement dit, un espace moins final et beaucoup plus étal. Eh bien, on pourrait obtenir le résultat suivant, et vous reconnaîtrez certainement la berceuse de Chopin. Comment créer en effet cet balancement très doux et cette évocation de berceuse, certainement pas avec des moyens physiques qui seraient ceux d'une plus grande définition, voire d'une plus grande objectivité. Écoutons par exemple ce que cette berceuse, même avec le même sentiment et la même attitude de base, pourrait donner en employant la pointe des doigts et un poids général un peu plus grand, avec donc une définition sonore beaucoup plus claire. Là aussi, l'interprète rêve, mais j'ai bien peur qu'au bout du compte, le rêve ne passe pas du tout dans l'évocation de cette scène intime. Imaginons maintenant un emploi de la main, puisqu'on parlera beaucoup de main, qui soit radicalement différent, ou au contraire, on cherche une définition maximum, et où cette sorte de ciblage de chacun des doigts soit souligné par un élan du poignet, pratiquement, sur chaque envoi de fléchette. On peut alors obtenir un type de sonorité, disons, de pointe sèche, qui conviendra magnifiquement aux œuvres de type espagnol de Ravel, et je jouerai le début de l'Alborada del Grazioso, où vous pouvez voir vraiment les mouvements de doigts et du poignet et entendre donc le résultat de ce type de concentration physique. On peut décider ou non du fait d'imiter les pizzicati de l'orchestre dans l'orchestration de Ravel. En tout cas, son orchestration nous indique le type de sonorité qu'il convient de suivre. À nous de trouver les moyens physiques d'obtenir le résultat adéquat. Les jeux d'imitation et de reproduction sonore sont infinis et nous en traiterons abondamment dans nos 2 cours sur le son, mais naturellement, cet imaginaire, toujours changeant, détermine notre façon, toujours variée, de travailler avec notre corps. Et sans jeu de mots, je voudrais justement parler de l'imitation du corps, l'instrument, lorsque par exemple Brahms, grand romantique allemand obsédé par cet instrument, symbole de ce romantisme par excellence, nous fait oublier le pouvoir d'articulation des doigts. Il semble que les doigts, comme la main, soient un simple prolongement du corps, comme l'iconographie brahmsienne nous le montre, et que le poids général de ce bras et de cette main va donner tout autant le poids dans la rondeur du corps qu'il recherche et l'absence d'acuité dans l'émission de cet instrument. Jouons un jeu un tout petit peu différent avec l'autre main, puisque nous en disposons de 2. Brahms, génie de la pensée et du corps, et de la réalisation de cette pensée à travers le corps, le nôtre cette fois-ci, distribue 2 instruments, un à chacune de ses mains, et fait imiter la flûte par
la main droite, cette fois-ci, on peut imaginer une articulation plus digitale, mais qui remontera plus dans la main, de façon à obtenir la rondeur de la flûte, mais également le peu d'éloignement qu'il y a lorsque nous entendons cette flûte particulière. Si nous combinons maintenant les deux instruments, imaginons maintenant de nous livrer à un jeu d'imitation très différent et pensons par exemple au grand tambour que Bartók évoque au début de sa suite en plein air. Cette fois-ci, il s'agira d'une musique très énergétique, très pulsée, et donc nous allons justement descendre bas dans le corps, au niveau de la production des énergies. Nous serons beaucoup plus viscérales qu'émotionnels tout à l'heure avec Chopin, où nous remontions pour laisser le sentiment romantique habiter le haut du corps, le nôtre, et nous allons essayer de transmettre cette énergie d'une façon aussi articulée qu'une baguette de tambour le nécessite, en ayant des sortes de griffes à la place des doigts pour avoir autant de relief que de sauvagerie dans l'énergie. Alors, ce sont quelques exemples pour montrer un peu le type de réflexion auquel on peut se livrer au cours de la recherche dans l'artisanat pour tenter de réaliser un imaginaire sonore. Et je ne connais aucune pièce qui sert cette cause mieux que le mode de valeur et d'intensité de Messiaen, cette étude de rythme où Messiaen décide que chaque son devait avoir sa valeur rythmique propre, mais son indépendance à tout point de vue. Sonore également, et donc chaque note a une dynamique différente, mais un timbre ou une attaque différente. Et ma foi, pour obtenir autant de sons différents, extrêmement piano mais liés, extrêmement fort mais arraché, un peu moins fort et seulement piqué, etc., etc., et 36 sons de cette façon-là, eh bien, à nous de définir pour chaque son le type de production dans la combinaison de ces centres de production articulés que sont un corps d'interprète. Etc. Bien des œuvres vont, à partir de cette proposition, bâtir un nouveau monde sonore basé sur cette sorte d'éclatement du matériel de base. Alors, nous voyons combien tous ces cas de figure montrent combien nous pouvons travailler à une libération de notre outil corps, mais nous savons aussi combien grands sont les dangers de blocage physique ou émotionnel ou psychologique, avec toutes leurs conséquences, qui peuvent être mis en spectacle. Et à ce moment-là, le corps devient hélas une sorte de lieu de théâtre et parfois le concert une sorte de concours de gymnastique. Je crois pour ma part que, bien sûr, c'est lorsque le corps est utilisé avec savoir et économie qu'il atteint
ces lettres de noblesse. Libération du corps, mais aussi libération de l'instrument. Et nous retrouvons certaines lois de la même façon avec ce qui nous prolonge et ce qui va transformer notre geste et notre énergie en ondes acoustiques. Quel est l'instrument idéal ? Celui qui peut fournir le potentiel nécessaire à la réalisation d'une œuvre. Mais dans le cas d'une époque comme la nôtre, qui embrasse de nombreuses couches de son histoire et qui a donc un répertoire très large, nous espérons avoir, et on planifie des instruments riches en potentiel sonore, très différenciés et fidèles, c'est tout au moins l'instrument idéal. Ce qui ne suffit pas, car l'instrument reste à l'origine un instrument de résonance, et donc ce qui est important, c'est de donner sa liberté à cette capacité de résonance. De ce point de vue-là, toutes les différentes parties de l'instrument doivent permettre justement une conduite maximum des énergies. Le stade ultime, bien sûr, la table d'harmonie, qui est cette grande pièce de bois, ou tout au moins la combinaison de pièces de bois incurvées, et qui va donc amplifier les résonances transmises par les cordes. Si cette table a bien sûr la courbure idéale, mais aussi si le bois est suffisamment libéré, alors la richesse de vibration est bien supérieure. Le chevalet, cette pièce de bois qui sert d'intermédiaire entre les cordes qui prennent appui sur lui et la table de résonance, comme le chevalet des violons ou des violoncelles, est aussi une pièce de bois qui peut, étant trop serrée ou étant bloquée, mal transmettre les vibrations. Et donc, sa fluidité, en quelque sorte, par les accords appropriés ou un traitement approprié de l'instrument, est fondamentale. Enfin, naturellement, tous les stades différents du mécanisme de l'instrument, lorsqu'ils évitent les frictions ou les résistances, comme dans le cas du corps humain, permettent une bien meilleure réalisation finale. L'utilisation de l'instrument va dans ce sens également, éviter de forcer l'instrument, mais le libérer toujours, c'est quand il y a une harmonisation entre instrument et instrumentiste que les résultats optimums sont atteints. On le voit et on l'entend dans le cas d'instrumentistes qui atteignent un haut degré d'achèvement dans leur art d'interprète. Bien sûr, comme toute Formule 1, un instrument nécessite un réglage, et ce réglage essentiel dépendra beaucoup de trois données. L'un, c'est l'instrumentiste, si je peux appeler l'instrumentiste une donnée. En effet, les corps des instrumentistes sont différents, leur imaginaire aussi, et les goûts aussi. Très simplement, des instrumentistes avec des tailles ou des types de mains différentes ou des masses différentes auront besoin d'instruments réglés différemment, mais également l'idéal sonore ou la culture sonore de l'un ou de l'autre lui fera désirer tel ou tel type de réglage. C'est pourquoi la standardisation actuelle, les réglages standards, les sonorités standards vont naturellement à l'encontre de cette particularisation essentielle au niveau des instruments et de leur réglage. Le deuxième des grands éléments de cette équation pour le réglage de l'instrument, c'est la musique elle-même. J'allais dire autant de réglages que d'esthétiques différentes. En effet, certaines musiques demandent des instruments chantants, d'autres des instruments percutants, des instruments plus clairs ou plus sombres, et sans vouloir schématiser, naturellement, l'alchimie est toujours extrêmement subtile. Enfin, et c'est ce qui en fait nous intéresse beaucoup aujourd'hui, la salle elle-même.
En effet, toutes les salles sont différentes et très évidemment, un instrument idéalement réglé pour une salle le sera que dans un contexte donné. Imaginons des contextes extrêmes, une salle de 3500 places à l'acoustique très rébarbative, l'instrument qui sonnera naturellement et de façon adéquate dans cette salle sera totalement surdimensionné pour une salle même normale. De même, un instrument qui aura l'intimité nécessaire pour une salle de 250 places, parfois ne dépassera pas le 12e rang en termes de projection sonore si on le transporte dans une autre salle. En fait, un instrument vraiment idéal est un instrument réglé pour un lieu donné. On s'en rend du reste très bien compte lorsqu'un instrumentiste voyage avec son instrument et qu'il est amené si souvent à abandonner son propre instrument pour jouer l'instrument d'une salle qui, en fait, est totalement complémentaire de toutes les données acoustiques d'une salle de concert. Il faut y ajouter évidemment le placement de l'instrument et son orientation qui ont aussi un impact inattendu sur la qualité sonore et qui peuvent être variables d'instrumentiste à instrumentiste, mais aussi d'œuvre à œuvre. Alors, épouser une salle acoustiquement, ou l'habiter, justement, comment ? Et de quoi parlons-nous si nous parlons de l'acoustique d'une salle ? La plupart du temps, on le ramène à un couple qui est le couple résonnant ou pas résonnant. Une salle est sèche ou elle est résonnante, ce qui est évidemment une dimension de base, mais qui n'est qu'une dimension. Nous devons penser à tous les éléments quantifiables ou non quantifiables qui font l'acoustique d'une salle, et Dieu sait si, on peut s'en rendre compte même en parlant avec les meilleurs experts, s'il y a beaucoup d'empirisme dans cet art. La forme, les proportions, les matériaux qui font qu'une salle respire, très empirique, que les harmoniques des sons se mélangent de façon à donner à ces sons toute leur beauté et leur richesse, au fait qu'ils circulent de façon à ce que non seulement les différentes places sont concernées par le phénomène acoustique, mais aussi c'est un phénomène qui fait que le public se sent concerné par ce qu'il se passe sur scène, autrement dit que la scène est vivante dans la salle, qu'elle ne reste pas simplement un lieu isolé qui doit être en quelque sorte observé acoustiquement, parfois même de loin. Alors, y a-t-il une salle ou des salles idéales ? On en parle souvent, et il y a des salles qui servent éternellement de référence. En fait, quasiment oui, mais toujours pour un type de musique. Et on le comprend aisément, une salle qui magnifie des effets de masse orchestrale, par exemple, sera certainement catastrophique pour un clavecin seul. Un type de son qui peut correspondre à un son romantique tardif, enveloppant et chaud, ne conviendra pas à un style baroque qui nécessite une articulation incisive ou à un style contemporain où souvent clarté et lisibilité sont des priorités. Comment, en fait, en arrive-t-on à cela, que même une salle idéale ne l'est que rarement ? Bien sûr, parce que dans le passé, des salles ont été conçues et utilisées pour un type de musique et d'instruments ou d'ensemble d'instruments, puisque la plupart du temps, on jouait la musique du temps. Alors on a conçu des salles pour la musique du temps. Notre époque est particulière, on joue les musiques de tous les temps, et donc il est bien difficile de répondre à cette question adéquation, salle et événement sonore. Comment en effet résoudre cette question de pouvoir entendre un pianoforte en dehors d'une salle de palais du XVIIIe siècle et de ne pas le voir mourir d'asphyxie dans beaucoup de salles contemporaines. Alors, y a-t-il en fait une seule salle par style qui ferait qu'on ne peut entendre Gabrieli qu'à San Marco de Venise,
que Haydn dans le palais Esterházy ou Chopin dans des salons du XIXe siècle. C'est tout le problème d'une salle, et là, bien sûr, la dynamique de la programmation culturelle l'emporte sur l'idéal acoustique. Une salle qui magnétise, on le souhaite, un public, est amenée à programmer des événements nécessitant des acoustiques très différentes, et c'est alors aux interprètes de trouver des solutions pour s'adapter aux acoustiques. On en voit une réponse à cette question a minima dans le phénomène du récital, par exemple, lorsque l'on présente, pour des raisons de programmation, dont nous avons parlé la dernière fois, impérieuses, 4 styles très différents, nécessitant en principe des acoustiques différentes dans un même lieu, souvent même et en général avec le même instrument. On doit alors sortir donc de cette culture des lieux ou du culte des lieux, né de cette dialectique lieu-œuvre liée à un passé toujours très en phase avec sa propre actualité. Et on est frappé de voir que des constructeurs de salles, plus exactement des acousticiens aujourd'hui, tentent de construire des salles ayant toutes les qualités, c'est-à-dire en même temps espace et proximité, pour qu'on puisse entendre une symphonie de Mahler, mais être proche de la scène lorsqu'on entend les solos de cette symphonie, par exemple, ou un récital de piano, chaleur enveloppante et clarté cristalline. Alors c'est la quadrature du cercle, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est en tout cas l'idéal de personnes qui vivent dans la culture de leur temps à une époque qui est particulièrement riche par la qualité et la quantité de ces salles exceptionnelles construites. Alors comment s'adapter précisément, puisque toute salle n'est pas le théâtre d'Épidore, et donc il convient de songer toujours non pas à ce que l'interprète ressent ou entend lui-même sur scène, mais à ce qui est véritablement entendu dans la salle. Et là, naturellement, rentre en jeu non seulement le plaisir de l'exécutant, il y a droit, et si ce plaisir est partagé, ça n'est certainement pas une dimension qui minimise la qualité de l'événement, mais il a aussi un devoir culturel vis-à-vis de l'auditeur et donc un devoir acoustique. Eh bien, je crois que l'exemple le plus simple à prendre, c'est celui de cet auditorium. Nous y sommes, nous devons y entendre un peu de musique. Je ne le connais pas en étant à votre place. Par contre, je l'entends de la mienne et je le sens à ma façon. Et donc, je peux faire des propositions un peu à brûle-pourpoint. J'ai amené ma partition. Je sais mes partitions, je sais lesquelles je ferai, mais je ne connais pas toutes les données du test. Mais je peux essayer, par contre, à chaud, de faire des propositions pour rendre justice à différents styles dans un lieu qui sûrement a des grandes qualités, mais des qualités très typées. Ce n'est pas, par exemple, un endroit où je viendrais pour faire tout un récital romantique à la chandelle. Par contre, j'y viens certainement pour faire une réflexion stylistique dans son ensemble. Alors, qu'est-ce que, justement, la projection acoustique ? Donc, que se passe-t-il dans le phénomène de l'interprétation pour tenter de transformer ce qui se passe sur scène dans une chose intelligible et vivante pour celui qui est assis à distance et donc concerné par l'ensemble de l'espace de la salle. Comment habiter cet espace et comment le moduler, voire comment recréer une acoustique lorsque l'acoustique en question ne correspond pas au style ou aux œuvres proposées. Alors, je commence par le plus déroutant, sans doute, une œuvre qui n'a pas été composée pour cet instrument et qui a été composée sans doute en pensant à plusieurs instruments. Il s'agit de l'art de la fugue de Bach, composé très certainement pour instrument à clavier, peut-être pour clavecin, certainement pour clavecin pour certaines de ses pièces, à mon avis, comme celui de beaucoup d'autres, pas pour d'autres de ses pièces. Alors prenons d'abord une pièce certainement écrite pour
clavecin. Comment rendre justice acoustiquement au canon suivant ? En faisant un choix, donc en évitant les sons concrets, relativement laids et surtout non déterminés que je viens de produire, en jouant de façon uniquement manuelle et sans avoir de retour d'audition critique sur ce qui se passe dans la salle. Alors il ne s'agit pas de copier un clavecin, bien entendu, mais il s'agit de tenter de rendre un espace où le grain de son a un certain élan, une richesse de timbre, où le pouvoir d'articulation est grand, mais aussi où le pouvoir d'intégration est très grand. Quand on entend plusieurs lignes au clavecin, c'est jamais disparate, tout est toujours décrit un monde unique et se combine magnifiquement. Donc, essayons d'imaginer dans cet espace qui est proportionné comme il l'est, un espace qui permet de centrer un instrument en même temps riche de sons, mais pas très puissant en projection, et en même temps qui intègre au maximum. Voilà, j'ai continué un peu trop longtemps parce que je n'étais pas très satisfait, je ne le suis pas toujours vraiment. Je crois qu'il y a maintenant plus de flexibilité. En tout cas, j'ai choisi cette démonstration surtout pour faire la différence entre ce type de pièce avec d'autres types de pièces. Le suivant, par exemple, l'un des contrepoints en inversion, qui est écrit dans le style polyphonique ancien. Donc on songe là à un ensemble de voix a cappella qui pourrait éventuellement être joué sur un petit orgue baroque. Et plus loin, voilà, j'essaie ici d'avoir un espace beaucoup plus étal qui permette de laisser plus de place pour cette polyphonie qui est plus dense. Nous sommes à 4 voix, mais où par contre la densité instrumentale est beaucoup moins grande, puisqu'elle est une musique vocale et que l'écriture est beaucoup des lignes est quelque part beaucoup plus sobre. La prochaine pièce est une pièce extrêmement expressive, mais plus méditative. C'est le fameux canon par augmentation en mouvement contraire, dont on peut imaginer qu'il a été composé, ou en tout cas qu'il appelle le clavicorde. On peut peut-être essayer, dans ce cas-là, de choisir un espace donc beaucoup plus restreint, celui d'un instrument intime, vraiment un instrument de chambre, un instrument de domicile, qui est fait pour la méditation musicale. Alors, il peut y avoir grande expression dans cette sorte de lamentation, mais en tout cas, on peut imaginer de changer le type d'espace pour mieux répondre au type de rapport instrumental que l'on peut interpréter comme avoir été celui de Bach
quand il a écrit cette pièce. Ce n'est pas seulement l'attitude générale, c'est aussi vraiment le type de création d'espace qui amène l'auditeur à entrer dans cette musique et à entrer dans l'univers de l'action musicale ou de la méditation musicale avec une attitude différente. Et si maintenant je prends un extrait du 11e contrepoint, où il y a cette succession de fugues et certains passages de type choral qui évoquent des grands motets, par exemple, alors certainement on fait appel non seulement bien sûr à une façon de faire la musique, mais à une façon de créer un espace totalement différent, et on choisira pour non seulement évoquer peut-être un chœur avec un soutien instrumental, mais aussi pour donner à cette musique son ampleur et son autorité, un espace qui sera beaucoup plus établi et beaucoup plus large. Maintenant, essayons de voyager pas seulement à travers les cultures, mais à travers la représentation sonore des différents compositeurs. Penchons-nous sur le cas Mozart et essayons de trouver une solution pour l'espace, mais aussi pour le son mozartien. Comment trouver ce mélange de débordement de vie dans le son et de perfection dans sa définition. Je ferai une première proposition qui me paraît mauvaise et qui est la suivante, mais vous êtes juge naturellement. Et j'en fais une autre et j'essaierai d'expliquer comment je me suis comporté. Alors, il y a toujours l'imaginaire et il y a la réalisation physique. Dans le premier cas, il y avait une écoute de la salle en général, mais pas une représentation mentale d'un espace idéal. Et au niveau physique, il y avait un engagement général, mais sans focalisation particulière. Dans le deuxième cas de figure, qui me semble de la scène nettement le meilleur, où la voix mozartienne avait en même temps ce charme et ce rire des sopranos, des coloratours mozartiennes, on avait l'essai de projeter tout l'univers acoustique de Mozart dans une sorte d'espace idéal assez défini, un peu haut situé et un peu en forme de cercle en quelque sorte, et pour le réaliser, disons un travail des doigts, mais surtout une focalisation dans le centre de la main pour permettre un travail, passez-moi le terme, du masque, comme on dit chez les chanteurs, afin de réaliser le timbre mozartien tel que je me l'imagine. Passons maintenant à un héritier de Mozart, qui est Chopin. Là, on change bien sûr d'époque, mais on change d'instrument, on change aussi d'acoustique. En fait, le travail sur le timbre de Chopin va être beaucoup plus général dans le tableau sonore, si j'ose m'exprimer ainsi. Il est beaucoup moins focalisé dans chacun des sons et dans leur combinaison. Et de fait, le travail de résonance des harmoniques, le travail du timbre, est beaucoup plus éparse
entre chacun des phonèmes, en quelque sorte, ce qui permettra à la vibration sonore de s'épancher acoustiquement de façon beaucoup plus insaisissable et beaucoup plus large. Je recommence, pardon, on doit se préparer en théorie pour un style et pas pour 36, et le corps, naturellement, garde le précédent en mémoire. Alors on a toujours une culture mélodique très grande, qui est beaucoup plus celle du bel canto, mais il y a cette libération des harmoniques phénoménale chez Chopin, qui se fait la plupart du temps dans la discrétion, puisqu'on sait qu'à la fin de sa vie, on ne l'entendait pas quand dans les dernières rangées de la salle Pleyel lorsqu'il y jouait. Il s'agit donc en même temps de laisser la musique flotter dans l'espace et en même temps d'éviter à tout prix de tendre la main de façon trop directe à l'auditeur. Par contre, c'est ce qu'on fera dans le cas de Liszt, où la brillance et le désir de séduction sont d'une efficacité redoutable. Là, au contraire, l'éclat fait partie du jeu et chaque note, pratiquement, doit être définie physiquement, demandant beaucoup d'entraînement, de façon à aller crépiter dans l'oreille de chaque auditeur. Puisque nous jouons des jeux de contraste, c'est pour mieux voir en effet la façon dont on dirige parfois le geste acoustique dans ce jeu de projection sonore précisément. Voyons maintenant, après ces tirs omnidirectionnels en quelque sorte, comment au contraire on peut essayer de recentrer les choses. Changeons de siècle et d'attitude musicale, c'est le moins qu'on puisse dire, et voyons comment on peut opérer avec le monde très géométrique de Webern. Comment en même temps tenter de traduire dans la qualité sonore un peu de son secret, mais de présenter un parfait équilibre, presque suspendu, de ce travail de symétrie. Imaginons un instant qu'au lieu d'avoir une extrême concentration dans un point de réalisation acoustique ciblé et une extrême discipline dans la réalisation physique, on se laisse aller à se laisser guider par l'instrument avec toujours ses irrégularités potentielles ou par un plaisir du corps immédiat qui prendrait le pas sur le souci du sens. Je crois qu'on serait loin de saisir d'un seul regard l'ordre de cet objet. Eh bien, on avait là un espace parfaitement clos et défini
Maintenant, au contraire, avec l'évocation de la cathédrale engloutie de Debussy, on a l'impression qu'il n'y a pas de borne pour les vibrations sonores indéfinissables. Bien sûr, là, la musique devient presque à 95% l'art d'écouter, même pour celui qui joue, plus que l'art de toucher ou d'exécuter. On voit combien tous ces jeux acoustiques nous apprennent à nous forger une culture de l'espace, toujours renouvelée, et Courtag n'est pas des moindres pour nous pousser dans nos retranchements. Son intimité radicale l'amène à composer des œuvres à la limite de l'audible, et c'est du reste, ce sont ses propres mots, ceux que je suis en train de lire. On sait aussi qu'en tant qu'interprète, il exécute volontiers ses œuvres sur des pianos droits avec la sourdine centrale, la sourdine d'appartement qu'on utilise pour le travail à domicile, cette pièce de feutre très épaisse qui, en fait, presque défigure sur le plan timbrique l'instrument. Comment donc interpréter une pièce comme cette voix venue de loin, qui flirte en effet avec l'inaudible et qui sans doute veut nous faire oublier que le piano est objet, que peut-être que l'interprète a un corps et même que nous sommes dans un espace donné tant le phénomène sonore est presque insaisissable. Naturellement, le compositeur qui a écrit une œuvre pour une chanteuse qui, à la suite d'un accident de voiture, ne pouvait plus s'exprimer correctement et cherchait toujours ses mots, c'était le sujet de la composition même, eh bien, de la part d'un tel compositeur, on peut chercher dans les limites acoustiques ce qui remet en question le phénomène de l'audition elle-même. On ne sera pas dans le même traitement de l'espace avec un autre tempérament, le tempérament de feu et d'explosion de Pierre Boulez, qui, même lorsqu'il compose une musique flottante et de dynamique douce, en fait, éparpille d'une façon très organisée ses gestes musicaux dans l'espace, avant de faire exploser son instrument, et l'impression que nous avons de l'acoustique dans laquelle nous vivons si ce n'était une musique tellement organisée et volontariste, on voudrait presque parler de action musicking, or making music, tant la libération du geste entraîne une explosion esthétique, mais une explosion physique pour notre oreille et pour notre corps, celui de l'interprète notamment. En fait, l'expérience
acoustique nous amène à nous poser toujours ces questions des limites d'un cadre qui définit un projet par définition. Et dans le cas de compositeurs qui sont des grands expérimentateurs de langage et qui sont les champions pour bousculer des héritages, comme Beethoven par exemple, eh bien, il faut nous poser la question de savoir quelles solutions sonores et acoustiques on peut apporter, par exemple à la fin de la sonate Hammerklavier, celle que j'ai évoquée beaucoup la dernière fois dans le chapitre de la programmation, lorsque le trie qui débutait la fugue de reconstruction d'un monde va en apothéose à la fin de la sonate défigurer presque le jeu instrumental, la main de l'instrumentiste écartelée par ses octaves et ses trilles, et finalement le timbre même de l'instrument. Bien sûr, lorsqu'on va aussi loin, au-delà des frontières habituelles, il n'est plus question de beauté du son ou de convention d'un geste. Il s'agit au contraire du dépassement instrumental, mais aussi de l'illusion qu'on peut donner du dépassement acoustique dans un cadre donné. Nous avons le même type d'attitude, mais avec un instrument qui est bien celui que je joue. Beethoven avait écrit sa sonate Hammerklavier pour un Hammerklavier, justement. Libre à nous, sur un instrument actuel, de donner le même sentiment de ses limites dépassées, mais nous pouvons le donner quelque part beaucoup plus facilement lorsqu'un compositeur comme Ligeti renouvelle le sentiment de ses limites en s'y frottant dans un corps à corps avec l'instrument et presque dans une friction acoustique avec les limites possibles acoustiques données. Nous avons bien sûr isolé nos trois dimensions d'observation, le corps de l'interprète, l'instrument et l'acoustique. C'était un exercice impossible. Bien entendu, c'est dans la façon de doser ces différents paramètres que l'on peut réussir une alchimie. Je ne vais pas reprendre un nombre d'exemples tels, mais simplement, à l'aide de quelques coups de projecteur, montrer comment on peut jouer entre ces couples, et je vais schématiser à l'extrême, entre centré et diffus, entre plus ou moins énergétique, entre plus cérébral, plus viscéral. Comment donc tenter une combinaison possible entre corps et espace? Eh bien, soyons à nouveau très pratiques. Par exemple, en songeant à Brahms, qui utilise tellement les forces d'architecture du corps, la colonne vertébrale par exemple, et travaille tellement, acoustiquement parlant, dans le rayonnement du son. Si on travaillait plus dans la dynamique, en essayant de forcer l'acoustique, alors on aurait une sonorité qui n'est plus brahmsienne et qui n'est plus belle. Par contre, en travaillant dans l'espace, dans la largeur du son, en épousant donc l'amplitude d'une salle, on peut bien plus obtenir
cette magnificence du son brahmsien si particulier. Cette même force très structurée est nécessaire pour interpréter Stockhausen, par exemple. Mais là, la force d'articulation sera beaucoup plus grande et la façon d'énoncer la langue allemande, quelque part, se retrouve dans chacun des objets mis en présence. On voit toujours très clairement chaque fois comment on a ici production du son et puis ensuite écoute et en fait comment on jauge la façon dont l'acoustique réagit à ces différents chocs. Est-ce que nous tenterons d'apporter une nuance à ce son tellement vertical en pensant à un son, par exemple, beethovénien qui, étant né à une époque où les instruments avaient moins de poids, sera articulé avec des régions du corps plus proches de l'instrument, la main par exemple. Est-ce que nous oserons le rapprocher d'un son de Schoenberg, où, là encore, le type d'articulation et de densité sera produit dans la même région du corps, mais où le souci du timbre et de la couleur sera extrêmement faible. Imaginons maintenant que le même passage soit joué avec un grand souci de la beauté acoustique, alors un grand souci de la salle en quelque sorte, ça pourrait donner ceci. Musique plus flatteuse pour l'oreille, mais qui perd sa sauvagerie expressionniste. Remontons dans le temps et pensons à des instruments encore plus légers, à celui de Haydn par exemple, et nous allons conséquemment donner encore moins de poids, mais tenter de parler la langue classique qui demande un pouvoir de différenciation dans l'articulation si grand. Bien, notre mâchoire, ça sera notre main, et les différents types d'articulation seront toujours pris en grande considération, mais naturellement, le piano n'a pas d'amplification, contrairement à la voix humaine. Il s'agit donc chaque fois de saisir si chacune de ces syllabes peut véritablement être comprise dans un espace donné. Je joue maintenant le même passage, mais sans écouter la projection du son, autrement dit le retour acoustique que me donne le mur du fond de cette salle. Je ne peux pas juger de ce qui se passera, mais j'imagine que pour certains, l'élocution sera beaucoup plus difficile à suivre. Je la fais pour moi, en quelque sorte. J'ai pris beaucoup de plaisir, mais je ne sais pas si à la fin de l'histoire, toutes les personnes jusqu'au dernier rang me suivront dans cette narration. Même chose avec une polyphonie récente d'Elliot Carter, par exemple. Je fais toujours naturellement des couples anciens et moins anciens pour montrer comment des dosages un peu similaires doivent cependant être toujours différenciés. Là encore, on aura besoin d'un type d'élocution suffisamment bon pour rendre justice à la caractérisation de chacune des lignes.
Écoutez bien, la main gauche joue une musique complètement différente de la main droite, et ceci, bien sûr, chacun doit pouvoir le suivre. Sinon, on a simplement une musique d'atmosphère al fresco. Pour ceux qui sont prêts, ils ont sans doute vu combien il faut effectuer de travail à ce niveau-là du corps. Et puisque nous essayons de travailler dans cette correspondance entre différenciation sonore et différenciation des articulations du corps humain, prenons comme dernier couple d'exemples un couple investissant l'extrême pointe du corps, disons la phalangine, peut-être la phalangette, avec un exemple de claveciniste de Scarlatti. Qui, s'il est joué naturellement sans discernement physique, pourrait donner l'horreur suivante. Pardon, en dehors des fausses notes, bien sûr. Je vous fais grâce du reste. En fait, on pourrait s'amuser à considérer que la touche pour créer cet univers, de cette miniature de Scarlatti, n'est pas si éloignée de celle qu'on emploierait pour un Ravel impressionniste comme la barque sur l'océan, par exemple, sauf que dans le cas de la barque, on est dans un phénomène de résonance tout différent et surtout, on travaille avec un espace en permanente respiration. On voit toujours cette vague vraiment qui respire constamment et donc épouse une partie plus ou moins grande de notre espace acoustique. J'ajoute que si je n'articulais pas à la Scarlatti chacune des gouttelettes de ces vagues, on aurait une musique beaucoup plus floue. Encore que pas trop sur ce piano très clair, mais qui nous ferait sortir d'un Ravel et nous apparenterait peut-être plus à une musique du type de Debussy. Cette alchimie, donc, dans les moyens de réalisation et dans notre écoute des espaces, nous permet de tenter d'apporter une réponse appropriée avec différentes techniques à des œuvres de différentes époques et de différents styles dans la vue de la réalisation d'un modèle sonore correspondant à une esthétique donnée. Recréer un mouvement, projeter, écouter, ce qui est donc mémorisé, est en permanence modulé en fonction des conditions environnementales. Corps et espace, double culture du corps, son histoire, l'iconographie nous montre l'évolution extraordinaire d'un corps d'exécutant très codifié à un corps au contraire très libéré au fur et à mesure de la libération de l'individu. Son corps s'émancipe et sa participation au faire musical devient beaucoup plus extravertie au XIXe siècle, bien sûr, où il devient central. Il devient acteur d'un corps à corps au XXe siècle. Nous y reviendrons abondamment dans notre cours sur les virtuosités. Un autre corps, le corps de toujours, son fonctionnement, ce que nous en connaissons, de façon à réaliser aujourd'hui et dans les meilleures conditions possibles ces différentes cultures du corps que notre histoire nous propose. Double culture aussi pour l'espace, celle des espaces originaux liés aux œuvres, correspondant à une culture musicale, celle d'un créateur et de son temps, et l'espace actuel ou circonstanciel dans lequel on est toujours amené à s'adapter pour moduler le son constamment.
Ce couple corps et espace est une des dimensions de la dialectique hier et aujourd'hui que nous avons évoquée déjà abondamment dans notre leçon inaugurale et sur laquelle nous reviendrons longuement et qui est au cœur même de l'interprétation. Je vous remercie de votre attention.